particuliers. Par exemple, la forme de l'utérus sueux chez le petit et la forme xanthochromique, là, vous les décrivez parce que c'est des spécificités. À chaque fois que vous avez un aspect particulier, vous faites une description pour dire qu'est-ce qui fait la particularité de cette forme-là. Et quand vous décrivez les formes qui peuvent faire un diagnostic différentiel, et là, je n'ai pas senti de diagnostic différentiel. Je n'ai pas senti de diagnostic différentiel. Par exemple, là où vous parlez de la forme unifocale cutanée qui ressemble à une varicelle, donc forcément, vous devez parler de la varicelle comme diagnostic différentiel. Et vous dites, qu'est-ce qui fait la différence? D'ailleurs, vous avez même projeté une image qui peut simuler une varicelle ou bien d'autres maladies éruptives de l'enfant. Vous savez qu'en pédiatrie, les maladies éruptives posent problème. Donc, vous faites un diagnostic différentiel et vous faites la distinction entre cette forme qui est systémique, qui est clonale, et l'éruption due le plus souvent à un agent pathogène qui peut être viral, bactérien, parasitaire ou fongique. Alors, le diagnostic positif, vous avez donné les critères de la société. Alors là, je ne peux rien vous dire parce que je n'ai pas les données récentes. Il faut vérifier, est-ce que ce sont les critères les plus récents? Parce qu'encore une fois, les maladies pour lesquelles il y a des critères définis par des sociétés scientifiques, ce qui est un peu... ce qu'il faut retenir, c'est que ces sociétés font des mises à jour. Par exemple, si ces critères étaient valables en 2017, il faudrait vérifier est-ce qu'elles sont toujours valables en 2023. Est-ce qu'entre-temps, il n'y a pas eu une conférence de consensus qui a modifié quelque chose dans ces critères? Alors là, je ne pourrais pas vous dire, il faudrait vraiment vérifier sur les références les plus récentes. Alors, le diagnostic d'extension, c'est bon, mais étant donné qu'il peut s'agir de formes bénignes et de formes malignes, il faudrait dire que ce diagnostic d'extension s'applique aux formes malignes et il faudrait vraiment le spécifier. Le diagnostic étiologique, c'est comme toutes les maladies qu'on a vues depuis ce matin. Il n'y a pas de cause connue. Il y a des facteurs suspectés. Et parmi ces facteurs suspectés, vous citez les plus fréquemment incriminés, les facteurs infectieux, les facteurs environnementaux, les facteurs chimiques, les facteurs génétiques, etc. Alors, vous comprendrez comment le traitement sera difficile. Parce qu'ici, vous aurez aussi bien le traitement des entités bénignes que le traitement des entités malignes. Alors, dans des situations comme cela, ne vous compliquez pas la vie. Essayez de voir dans votre tête comment est-ce qu'on fait le traitement d'une maladie bénigne. Revenez sur les symptômes que vous avez, faites le symptomatique. Le symptomatique, c'est classique dans toutes les pathologies. Évitez les complications et les séquelles. Et enfin, vous faites le traitement étiologique dans la mesure où c'est possible. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de citer des molécules qui ne sont plus d'actualité. Par exemple, la thalidomide, c'est une molécule qui a été retirée du fait de son risque tératogène. Donc, vous avez dit que la radiothérapie est abandonnée, mais de la même façon, dites que la thalidomide est abandonnée. Ne la citez pas du tout. La thalidomide, c'était vraiment une molécule qui a fait beaucoup de dégâts et qui a été retirée du fait de son caractère tératogène. Alors, la surveillance du traitement, vous avez fait un peu de confusion entre la surveillance et l'évolution pronostique. Le pronostic en général, il ne dépend pas, bon, il peut y avoir des facteurs pronostiques qui sont en fonction du traitement. Par exemple, un enfant qui répond ou qui ne répond pas, la réponse ou la non-réponse à un traitement peut constituer un facteur pronostique. Mais le plus souvent, le pronostic, vous l'établissez après avoir posé le diagnostic. Vous avez les symptômes, vous avez vos hypothèses, vous explorez, vous confirmez le diagnostic. Avant de commencer le traitement, vous évaluez le pronostic. Et le plus souvent, c'est ce pronostic qui vous permet de faire un choix adapté pour la prise en charge. Si le pronostic il est bon, vous dites, il n'y a pas de souci, je peux me permettre de faire un traitement léger ou bien un traitement pas très agressif. Par contre, si le pronostic est réservé, vous verrez qu'il faudra être un peu plus agressif sur le plan thérapeutique. Donc, n'oubliez pas que pronostic, c'est différent de évolution du traitement.
L'évolution sous traitement, vous faites cela après avoir établi votre protocole. Et l'objectif, c'est de voir est-ce que vous êtes efficace ou pas, en fonction de ce que vous avez comme élément de départ et ce que vous allez surveiller. Soit vous êtes efficace, vous avez la rémission, voire la guérison de la maladie, soit vous êtes délétère, vous avez des complications, soit vous n'êtes pas efficace du tout, la maladie continue à progresser. D'accord? Et c'est sur la base d'éléments que vous aurez choisis comme des éléments de surveillance. Et ces éléments sont cliniques, en rapport avec la maladie, paracliniques. Et vous pouvez avoir également des données thérapeutiques. D'accord? Donc, il ne faut vraiment pas faire cette confusion-là. Et il faut ajouter, dans les facteurs pronostiques, vous avez dit l'âge, la localisation, mais également le type. Parce qu'une entité bénigne n'aura pas le même pronostic qu'une entité maligne. Cela va de soi. La tolérance même du traitement d'une cause bénigne ne sera pas la même que la tolérance d'une cause maligne. D'accord? Donc, globalement, il faut retenir que ce sont des entités rares. Vraiment, moi, personnellement, je n'ai pas encore rencontré d'entités formelles. Bon, il est vrai que parfois, c'est difficile de faire la confirmation. On a juste des suspicions. Parce que ce sont des maladies clonales. Pour en avoir la confirmation, ce n'est pas facile. Et parfois, les enfants sont perdus de vue. Vous pouvez suspecter une histiocytose, vous commencez les explorations, mais c'est tellement déroutant que les parents, parfois, c'est eux-mêmes qui arrêtent le suivi. Parce qu'ils ne voient pas d'avancée, ils ne voient pas d'amélioration. Ce sont des pathologies vraiment qui sont difficiles à suivre. Et si vous en posez le diagnostic une fois, vraiment, c'est parce que vous avez beaucoup de mérite. Il faudrait partager ces expériences-là. Mais vraiment, il faut actualiser cette présentation, s'il vous plaît. Vous avez vraiment donné beaucoup d'éléments, mais cela n'a pas changé par rapport à la présentation précédente, franchement. D'accord? Aïda Badiane et Aïda Badji du moins. Aïda Badji et Aïda Fall. Donc, on attend la correction. D'accord? D'accord, professeur. Okay. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation pour les autres collègues? Est-ce que les autres collègues, vous avez fait de la recherche par rapport à cette présentation? Vous n'avez pas cherché. Mais vous n'êtes pas curieux, hein? Moi, je pensais que vraiment, on a des scientifiques aguerris qui sont là, qu'on allait découvrir plein de choses aujourd'hui. Allez-y, Dr Lam. Oui, bonsoir, professeur. Justement, quand vous parliez d'expérience, voilà, sur ce